Bonjour à tous, mon nom est Tekle Tkunguomie. J'ai participé au programme ACP PASME 2 dans le but de faire une validation transculturelle de l'approche centrée sur la personne dans les soins maternels et infantiles au Burkina Faso. Cette validation devait permettre d'enrichir le développement de formations professionnelles en utilisant cette approche. Il s'agit aussi de mon projet de maîtrise en santé publique. Le programme de ACP PASME 2 s'est déroulé au Burkina Faso, joyeusement appelé Pays des hommes intègres. Il s'agit d'un programme réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada et a été mis en œuvre par l'Entraide universitaire mondiale du Canada en partenariat avec l'Université Laval et Radio Rurale Internationale. Le but ultime du programme est de diminuer la mortalité maternelle et infantile en améliorant l'accès à des soins de qualité dispensés par des professionnels bien formés. ACP PASME 2 vise à contribuer à la formation des professionnels. Il est divisé en plusieurs parties. Partie A, validation transculturelle de l'ACP. Partie B, développement de formation centrée sur l'ACP. Et partie C, évaluation de la formation. Le programme se déroule dans 3 régions, le Nord, Est et Centre-Ouest. Pour la validation transculturelle du concept de l'ACP, nous nous sommes centrés à la région Centre-Ouest, plus précisément dans la ville de Koudougou. Le pays enregistre une forte mortalité infantile et maternelle de cause obstétricale. Mais pourquoi? D'une part, à cause d'une faible utilisation des services existants, des patients qui veulent que les professionnels de santé tiennent compte de leurs valeurs et de leurs préférences, et les professionnels de santé qui ont une formation axée sur le modèle biomédical, une approche paternaliste des soins, une absence d'outils pour la prise en compte des préférences, des valeurs et les perceptions des patients, dont l'importance de l'ACP. Alors, je me suis posé quelques questions. Que veut dire ACP pour les Burkinabés? Quels sont les obstacles à l'adoption de l'ACP? Et comment intégrer efficacement le concept d'ACP dans une formation professionnelle? Pour répondre à ces questions, j'ai utilisé un défi ethnographique. Ma collecte de données a constitué de 29 entrevues, 2 groupes de discussion et 275 d'heures d'observation et de notes de terrain, et par après, j'ai fait une analyse thématique. Mes résultats ont démontré qu'il existe des défis par rapport à chaque dimension clé du cadre conceptuel de Baron 2012. Par exemple, pour la perspective biopsychosociale, il y a un manque d'intimité lors de consultations. Pour le patient en tant que personne, le défi est de tenir compte des différences culturelles et linguistiques. Le défi pour le partage de pouvoir et des responsabilités est de sensibiliser les patients sur leur droit de s'exprimer ainsi que le devoir des professionnels à répondre à leurs questions. Pour le professionnel en tant que personne, le défi est d'avoir du soutien, à l'occurrence d'un psychologue pour les compétences interpersonnelles. Enfin, pour l'alliance thérapeutique, le défi est d'accepter la présence des accompagnatrices en salle d'accouchement. En outre, l'ACP représente une avenue prometteuse pour améliorer la santé des mères et des enfants. Les dimensions de l'ACP de la littérature se retrouvent au Burkina. Toutefois, les défis sont spécifiques au contexte. Cette partie a permis à la réalisation des modules de formation de l'ACP qui vous seront présentés par Landry. Bonjour, je m'appelle Traoré Landry, je suis conseiller recherche en santé sur le projet PASME 2 et j'ai participé au déroulement de la formation ACP sur le terrain. Je vais vous en parler. La formation ACP est une formation interprofessionnelle continue de 20 heures. Elle est sexo-spécifique, c'est-à-dire que lors de son élaboration, les comportements, les rôles et les attributs sociaux considérés comme appropriés pour les hommes et pour les femmes ont été pris en compte. Il y a eu une formation des formateurs et ces derniers ont réalisé les formations dans les différents districts sanitaires du projet PASME. Les participants étaient réunis en groupe de 6 ou 7 personnes pour faire des ateliers, des jeux de rôle. Il y avait des discussions en plénière, des présentations de films d'animation et les formateurs faisaient aussi des présentations magistrales. La diversité des stratégies éducatives rendait la formation vivante et gardait les participants intéressés. Les modules de formation ont été séparés en 5 blocs, les 5 piliers de l'ACP. Bloc 1. La dimension biopsychosociale. L'agent de santé doit avoir conscience que les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux participent de façon simultanée au maintien de la santé et au développement de la maladie. Les déterminants de la santé doivent être considérés car ils influencent la santé à tous les niveaux. Le concept de la santé durable est lui aussi important car le but est de permettre à la personne de maintenir un état de santé tout au long de sa vie sans nuire aux générations futures. Bloc 2.
patient en tant que personne et approche genre. Le patient n'est pas réduit à sa maladie, mais est une personne à part entière et doit être prise en charge comme telle. L'accueil et la communication, verbale ou non verbale, sont importants à prendre en compte. Aussi, des inégalités de genre peuvent exister et avoir un impact sur la santé de la personne. Bloc 3. L'alliance thérapeutique. On veut créer un partenariat entre les agents de santé et les patients et engager ces derniers dans leur prise en charge. Une bonne collaboration est capitale. La notion de pouvoir est importante. La prise de décision partagée est une composante essentielle de l'alliance thérapeutique. Bloc 4. Partage de pouvoir et de responsabilité. Les transformations sociétales importantes comme la démocratisation du savoir médical, la participation citoyenne, la révolution numérique sont importantes pour le partage du pouvoir. Le savoir expérientiel, c'est l'expertise que les patients acquièrent en vivant leur maladie. Le partage du pouvoir doit se faire dans le respect des chartes et codes en vigueur dans le pays. Bloc 5. Le professionnel en tant que personne. Il y a plusieurs obstacles à la mise en application de l'ACP. Ils peuvent être organisationnels, contextuels, individuels ou systémiques comme le manque de temps, le manque de connaissance du patient, etc. L'agent de santé est lui aussi une personne qui vient avec ses croyances et ses valeurs. Il peut avoir des biais qui vont avoir une influence sur la prise en charge de la personne. La pratique réflexive est l'apprentissage par la réflexion. Elle permet à l'agent de santé de se remettre en question et d'éviter certaines situations en réfléchissant sur les choses qui ont amené à cette situation. Après la formation des formateurs, il y a eu 15 formations dans les 8 districts sanitaires couverts par le projet PASME 2. 24 formateurs ont été formés au départ et 354 agents de santé ont été formés par ces derniers entre octobre 2018 et novembre 2019. Ma collègue va vous parler de l'évaluation de ces formations. Bonjour à tous, moi c'est Inel Diakosoubetan. L'évaluation de la formation a fait l'objet de mon sujet de recherche dans le cadre de ma maîtrise en santé publique. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette évaluation a été une étape importante du projet parce qu'elle permettra d'améliorer la qualité de la formation. Ainsi, à la suite de la formation, nous avons évalué la fidélité d'implantation et les effets immédiats de cette dernière. Les résultats de l'évaluation de la fidélité d'implantation ont été discutés en fonction de la perception des participants sur la formation. Le premier thème identifié était « Formation innovante et révolutionnaire ». De façon générale, les participants étaient positifs par rapport à la formation. Les mots utilisés pour décrire cette formation étaient « innovation, révolution et réussite ». Selon eux, cette formation est capable de changer les façons de faire des professionnels de santé au Burkina Faso. Deuxième thème identifié, formation flexible. Selon les participants, la formation n'a pas été implantée intégralement telle que prévu. Cette modification a été possible grâce à la flexibilité qu'il y a eu dans le projet et compte tenu de l'approche participative utilisée par l'équipe. Flexibilité que les participants ont jugée nécessaire et bénéfique puisqu'elle a favorisé l'atteinte des objectifs de la formation. Troisième thème identifié, pérennisation de l'ACP. Les participants ont évoqué quelques barrières à la pérennisation de la formation qui sont, entre autres, l'absence de suivi, de rappel, de per diem, le manque de personnel de santé, le roulement de personnel et la formation d'une minorité de professionnels de santé, ainsi que la résistance au changement. En ce qui concerne les résultats de l'évaluation des effets, nous avons observé un degré de satisfaction élevé des participants, une augmentation des connaissances acquises en matière d'ACP et un score élevé d'intention de changement de comportement des participants. Compte tenu de l'approche participative utilisée dans cette évaluation, les participants ont évoqué quelques suggestions qui méritent d'être prises en compte par l'équipe du projet. Il s'agit de faire un suivi dans les différents centres de santé, de faire un déploiement à grande échelle de la formation, de s'assurer de la pérennisation de la formation, d'adapter le contenu de la formation à tous les professionnels de santé au Burkina Faso et d'enrichir les modules portant sur la patiente en tant que personne et le partage du pouvoir et de la responsabilité. Pour favoriser la pérennisation de la formation et faciliter l'implication des patientes dans la recherche, le projet Swazga-Zega a vu le jour. Je laisse Joanne Ouedraogo vous en parler. Bonjour à tous.
Mon nom est Joanne Medraogo et je me suis impliquée dans ACP, PASME 2, en tant que conseillère volontaire, mais également en tant que coordonnatrice de l'implication des patientes à travers le projet SOS-Gaziga. Laissez-moi vous en parler. Alors, que veut dire SOS-Gaziga? Cela signifie tout simplement lieu de causerie ou arbre à palabre dans la langue morée du Burkina. Initialement, ACP PASME 2 n'avait pas prévu impliquer les patientes dans le développement de la formation. Toutefois, convaincue d'une meilleure qualité avec les patientes, l'équipe a cherché un financement complémentaire aux instituts de recherche en santé du Canada pour créer ce lieu de causerie. Le but de ce projet était de co-construire et d'implanter une structure pérenne afin de faciliter l'implication dans la recherche des usagers burkinabés dans PASME 2, en commençant par ACP PASME 2. SOS-Gaziga faisait donc office d'interface, de lien entre les projets de recherche de PASME 2 et la population. Pourquoi ce besoin d'impliquer les usagers? Tout d'abord parce que les approches collaboratives impliquant les usagers produisent des bénéfices tangibles à toutes les phases du processus de recherche. Ensuite, parce que les approches collaboratives sont particulièrement pertinentes avec des populations vulnérables et que la plateforme promeut une participation significative des usagers au-delà du symbolisme. Et enfin, pour doter le Burkina Faso et l'équipe de chercheurs de PASME 2 d'une liste d'usagers prêts à s'engager dans la recherche de type axé sur le patient. La plateforme a été mise en place à travers 5 étapes. D'abord, l'engagement des partenaires, puis la planification stratégique, l'implantation des activités et enfin l'établissement d'un plan de pérennisation et l'évaluation de l'implantation de la plateforme. À l'étape de l'engagement des partenaires, il a fallu créer un comité fondateur comprenant à part égale des représentants de chacune des parties prenantes au projet, soit les femmes, les hommes, les cliniciens, les décideurs, les organismes communautaires et les chercheurs. À l'étape de la planification stratégique, le comité a procédé à la formalisation d'une vision et d'un plan d'action pour la plateforme. Les extrants attendus ont été par la même occasion définis. À l'étape de la mise en œuvre des activités de la plateforme, les usagers partenaires ont été jumelés aux différents projets de recherche existants dans PASME 2. À l'étape finale, des réflexions sur la pérennisation et l'évaluation ont été amorcées. Nos résultats ont été les suivants. Un comité fondateur de 16 personnes a été formé et a tenu un atelier délibératif le 5 décembre 2018 à Koudougou, donnant lieu à l'amendement de l'ébauche des normes de fonctionnement et de la politique de compensation. 14 usagers partenaires ont été identifiés, recrutés et formés à la recherche participative aux côtés du comité fondateur le 4 décembre 2018. Ces usagers partenaires ont été jumelés aux 5 projets de recherche-action de l'Université Laval en cours dans PASME 2. Aussi, le 17 janvier 2019, s'est tenue une rencontre de travail entre les usagers partenaires et un chercheur de l'Université Laval, André Côté. Enfin, une vidéo expliquant tout le processus et les impressions des usagers durant cette belle aventure a été réalisée et est disponible sur Vimeo. Pour finir, de novembre à décembre 2019, les usagers partenaires ont participé à la collecte de données de l'étude sur les violences genrées dont ma collègue Khadijatou va vous parler à l'instant. Bonjour, je m'appelle Khadija Touba. Dans le cadre de ma maîtrise en santé publique et dans le but d'intégrer l'approche genre dans la formation ACP, j'ai fait une étude sur les violences genrées dans les soins de santé maternelle et infantile au Burkina Faso. Je vais vous partager mon expérience. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, la validation d'ACP et le projet SOS-Gaziga ont permis de relever l'importance des inégalités systémiques de genre dans les soins de santé maternelle et infantile. On peut noter les comportements différenciés selon le genre, comme par exemple les rapports différents entre l'usager et le professionnel selon que ce soit un homme ou une femme, ou encore la reproduction des rôles sociaux dans l'espace des soins. Quels sont les effets de ces comportements? Eh bien, en plus d'être discriminants, dégradants et violents à l'endroit des femmes, ils les rendent plus vulnérables au mauvais traitement. Ces effets sont d'autant plus accentués lorsque ces femmes sont issues de milieux sociaux défavorisés. Bref, vous comprendrez que la santé des femmes et les traitements qu'elles subissent sont donc le fruit d'un phénomène d'entrecroisement entre le sexe, le genre et les déterminants sociaux. Tout ceci contextualise assez bien les violences genrées auxquelles on s'intéresse ici. Alors cette étude, elle vise à explorer, à catégoriser et à confirmer les différentes violences genrées qui s'appliquent au contexte des soins de santé maternelle et infantile. Tout ça dans un but d'améliorer les formations des professionnels de la santé. Alors je me suis posé quelques questions qui étaient: quelles sont les formes de violence auxquelles les femmes sont exposées et quels sont les concepts de violence les plus pertinents à inclure dans une formation? Pour répondre à ces questions, j'ai choisi de faire la validation transculturelle d'une catégorisation des violences genrées déjà existantes. Il s'agit du continuum des violences développé par Isabelle Auclair et ses collaborateurs, qui fait état de plusieurs types de violences auxquelles les femmes peuvent être exposées.
Alors, j'ai fait un séjour de 6 mois à Koudougou qui m'a permis de faire des observations directes, d'écrire des notes de terrain, de faire 21 entrevues avec les femmes et 21 entrevues avec les professionnels de la santé pour valider ce continuum. L'analyse des résultats est toujours en cours, mais des résultats préliminaires, on peut noter que les femmes sont encore exposées à plusieurs types de violences, autant dans le milieu des soins que dans leur milieu familial et social. Les violences que les femmes vivent sont influencées par l'ethnie, notamment en ce qui concerne les violences dans le milieu familial et social. Le féminicide, par exemple, est un thème qui n'a pas été observé, mais on observe des violences qui n'ont pas été incluses dans le continuum, notamment la violence sociale et économique. La formation des agents de santé s'est révélée être un facteur d'influence vraiment majeur. Alors cela souligne vraiment l'importance d'améliorer ces formations-là. En gros, c'est ce qui résume la passionnante étude que j'ai eu la chance de faire. J'ai hâte que les résultats soient intégrés dans les modules et que la formation soit accessible à tous avec ACP en ligne, dont ma collègue Marlise va vous parler. Bonjour, je m'appelle Marlise Mbakom-Gebou, formatrice sur le projet ACP PASME 2. J'ai participé à toutes les étapes de l'élaboration de la formation en présence et à distance. En quelques mots, je vous donnerai les véritables raisons qui nous ont conduits à élaborer la formation à distance. Suivez mon regard. Une discussion avec les collaborateurs burkinabés avait permis d'établir 3 principales raisons justifiant la conversion de la formation en présence en formation en ligne, des demandes additionnelles de formation pour les professionnels qui n'ont pas été formés, la nécessité d'une plateforme de mise à jour du contenu pour les professionnels déjà formés, la possibilité de généralisation de la formation ACP en la rendant systématique comme formation initiale universitaire. De plus, le contexte de pandémie mondiale de COVID-19 vient légitimer a posteriori le bien fondé d'une formation à distance. La conversion de la formation ACP en formation à distance accessible en ligne s'est faite après une analyse des besoins et de contexte afin de mieux valider les raisons de cette demande de conversion, afin aussi de mieux comprendre les caractéristiques de l'environnement technologique local et des cibles de formation. Soulignons ici la contribution de 2 stagiaires en technopédago, Maury Gabné et Odile Ake. L'analyse des besoins a permis d'identifier les raisons suivantes soutenant le besoin d'une formation ACP à distance accessible en ligne. La dispersion géographique des apprenants, l'existence de contraintes de temps, le stockage et la mise à jour du corpus de connaissances, la flexibilisation de l'apprentissage et la généralisation du cours ACP en formation continue et initiale. Quelques contraintes ont toutefois été identifiées, notamment des disparités dans l'habilité des professionnels face à la technologie, l'existence de connexions Internet très instables et le coût de la connexion, lesquels sont à la charge de l'apprenant s'il se connecte de chez lui. En collaboration avec la TELUC et les conseillers pédagogiques du VIS des Ghana à la pédagogie et au développement professionnel continu de la faculté de médecine de l'Université Laval, la formation a entièrement été convertie en formation à distance accessible en ligne. Pour l'instant, la formation est disponible sur un boîtier, lequel se branche sur un réseau d'ordinateurs, tous connectés dans une salle numérique. La validation de la formation en présence et de la formation en ligne a été réalisée avec les autorités de la santé du Burkina Faso le 3, 4, 5 mars 2020. Les réflexions se poursuivent pour les modalités de généralisation de la formation à tout le personnel de santé. Je vais donc laisser le mot de fin de cette présentation à Joyce. Merci. Bonjour, je me nomme Joyce Toba. Je suis professeure agrégée à la faculté de médecine de l'Université Laval et aussi le chercheur principal sur les projets ACP PASME 2 et SOS-Gaziga. Le mot de la fin, c'est merci. Merci à tous les co-chercheurs, notamment Josette Castel, Isabelle Savard, Judith Lapierre, André Côté, Daniel Pasco, Jean Ramdé, Fernand Bationo et Seydou Barou. Un grand merci à l'équipe du Bureau international, en particulier Joanny Dion Réaume. Un merci à tous les étudiants, à tous les volontaires et stagiaires, à toute personne qui a contribué au succès du projet ACP PASME 2. Je dirais Barka à tous nos collègues de l'EUMC du Burkina Faso. Je veux citer en particulier Clémentine Vembamba et Christophe Ouedraogo. Aux femmes du Burkina Faso, aux hommes et aux enfants
du pays des hommes intègres, je voudrais vous dire Aniche. Aux professionnels de la santé, gestionnaires et à tous ceux qui ont participé au projet, je vous dis Adjarama. ACP PASME 2 a été un projet fort enrichissant pour nous tous et nous espérons avoir contribué à l'amélioration de la formation des professionnels pour une meilleure qualité des soins aux patientes, des soins qui les impliquent, elles et leurs proches, des soins qui prennent aussi en compte les besoins, les réalités des professionnels de soins. Alors, merci.